Bien, bonjour à tous. Alors d'abord, je voudrais dire l'honneur qui est le mien d'être ici aujourd'hui et je voudrais remercier tous les organisateurs de cette journée de m'avoir invité à vous présenter mes travaux de recherche. Je vais vous parler des applications des neurosciences et plus particulièrement des applications de l'imagerie cérébrale dans le domaine de la justice et dans le domaine de la justice pénale en particulier. Alors, d'un point de vue juridique, la question se pose de savoir si l'imagerie est capable de vérité judiciaire. Mais quelle que soit la réponse à cette question, une seconde question surgit immédiatement. Que nous révèle l'engouement pour l'imagerie sur notre société actuellement? Parce que finalement, le fonctionnement du cerveau, tout au moins la vision que l'on en a des connotations, a des corrélations avec le fonctionnement social. Fonctionnement social et fonctionnement cérébral s'entremêlent, s'entredéterminent. Toute vision du cerveau est nécessairement politique. En l'espace de quelques années, on a vu se multiplier les études destinées à expliquer le fonctionnement du cerveau à travers le développement de l'imagerie cérébrale. Les découvertes sur le fonctionnement du cerveau sont rapidement sorties des laboratoires pour envahir tous les champs de notre vie sociale et toutes les disciplines également. On parle aujourd'hui de neuroéconomie, de neuromarketing, de neurosciences de l'éducation, de neurophilosophie. Ce sont autant d'illustrations d'un phénomène qu'on peut appeler un phénomène de pancérébralisme, voire de neurophilie. On voit du cerveau partout. Dans les magazines, le cerveau est devenu la star. Les techniques d'exploration et de visualisation du cerveau ont aussi eu pour effet de le banaliser, au point que chez un grand nombre de nos contemporains, il est aujourd'hui considéré comme un organe comme un autre. Pourtant, il est le support de l'identité personnelle, de la conscience. La connaissance de l'information cérébrale touche à l'intimité, au fort intérieur. Il y a là, en quelque sorte, une désacralisation. Le cerveau, jadis conçu comme une forteresse inaccessible relevant d'un domaine réservé, est aujourd'hui visible, il est aujourd'hui disponible. Et cette visibilité, cette disponibilité, finalement, contredit la toute-puissance de la tête ou du chef, c'est-à-dire que finalement, le cerveau aujourd'hui est réduit à un produit, un organe visible. Et c'est un peu lié à une conception aujourd'hui de l'existence où l'homme est réduit à son cerveau. L'homme est un homme neuronal aujourd'hui, l'homme neuronal de Jean-Pierre Changeux, voilà. Cette neurophilie ne laisse pas le domaine juridique à l'abri. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, les tribunaux de différents pays s'appuient sur des données neuroscientifiques pour disculper ou pour confondre des prévenus de crimes graves. On parle de neurodroit ou de neurojustice pour désigner en fait cette apparition du cerveau dans les tribunaux, dans les prétoires. C'est le neurodroit, la neurojustice. En France, tandis que différents organismes consultatifs avaient préconisé la prudence, la loi du 7 juillet 2011, la loi bioéthique, la dernière en date à avoir été définitivement promulguée, a fait œuvre d'anticipation en venant autoriser l'emploi des techniques d'imagerie cérébrale dans le cadre des expertises judiciaires. Or, actuellement, le projet de réforme de la loi bioéthique qui est en discussion à l'Assemblée concerne, dans son article 12, ce sujet et vient limiter la possibilité de recourir à l'imagerie à la seule imagerie anatomique, à l'exclusion de l'imagerie fonctionnelle. Alors, l'imagerie anatomique, c'est ce qui permet de voir la topographie du cerveau à l'instant T. L'imagerie fonctionnelle, c'est ce qui permet de voir le cerveau en action, en train de penser. Voilà. Donc, on va exclure l'imagerie fonctionnelle à l'avenir. On va conserver simplement l'imagerie anatomique si la loi est votée en l'état. L'Assemblée nationale, en première lecture, a adopté ce projet le 4 octobre, c'est-à-dire vendredi dernier. Pour le moment, le projet doit être encore soumis au Sénat. Je ne peux pas vous dire. Je distinguerai au fur et à mesure de mon intervention, le cas échéant, ce qui relève de l'anatomique et ce qui relève du cérébral.
Alors, de manière générale, les perspectives d'application de l'imagerie, ainsi que la plus classique prescription de traitement neuropharmacologique, qui intéresse également le sujet. Ces perspectives d'application ouvrent de nombreuses pistes pour la justice. Par exemple, l'imagerie cérébrale peut-elle contribuer à détecter le mensonge, à vérifier la crédibilité des témoins ou des victimes d'une infraction, à éclairer les experts psychiatres, notamment chargés de se prononcer sur la responsabilité des coupables, à mettre en évidence les biais cognitifs qui peuvent affecter les membres d'un jury ou d'un tribunal et qui sont susceptibles de compromettre l'impartialité des décisions. L'imagerie peut-elle par ailleurs permettre d'évaluer la dangerosité d'un individu avant le passage à l'acte ? En d'autres termes, quel est le pouvoir prédictif des neurosciences? Et pour finir, les traitements neuropharmacologiques constituent-ils une alternative sérieuse à la prison et un instrument de lutte contre la récidive? Donc autant de questions qui font émerger de nouvelles pistes de recherche, mais qui suscitent aussi de nombreuses craintes. Pourquoi? Parce qu'en pénétrant au cœur de l'appareil pénal, l'approche neuroscientifique risque d'y imposer graduellement ses paradigmes et ses valeurs. En particulier, que vont devenir les concepts de liberté et de dignité de la personne à l'ère des neurosciences? L'existence et la possibilité du libre arbitre sont-elles encore défendables alors que les neurosciences ne cessent de mettre en évidence les déterminants biologiques, neurobiologiques de nos comportements? D'un point de vue juridique, comment pouvons-nous être responsables de nos actes si nous ne sommes pas libres? Devons-nous renoncer au couple liberté-responsabilité pour rendre la justice sur la base d'autres considérations? Par ailleurs, les neurosciences ne risquent-elles pas de modifier les relations déjà tumultueuses du couple criminalité-folie en redéfinissant autrement la ligne de démarcation entre le normal et le pathologique? Et plus largement, quel est le projet d'humanité que poursuit la neurojustice? La dignité de l'homme est-elle incluse dans ce projet? C'est qu'en réalité, derrière cette neurophilie censée tout expliquer, pourrait bien se dissimuler un nouvel avatar de l'idéologie du réductionnisme biologique en quête d'une vérité scientifique intangible, certaine. Dans la conception cérébrocentrée de l'existence, telle qu'elle sévit aujourd'hui, c'est l'homme neuronal, on ne considère plus la personne comme un être interrelié dans des relations sociales. L'être humain, finalement, s'en trouve réduit, simplifié, pour parler comme Jean-Michel Beignet, voire diminué, pour parler comme Miguel Benazayac. Ceci pose problème. Par ailleurs, l'engouement pour l'imagerie tend à faire oublier son impact potentiel sur les libertés individuelles. Les neurosciences ouvrent des possibilités sans précédent d'accès, de collecte, de partage et de manipulation de l'information cérébrale. Si elles sont mal utilisées ou mal mises en œuvre, elles peuvent créer des formes d'intrusion inégalées, pouvant entraîner des dommages physiques, des dommages psychologiques graves. Donc, l'utilisation des neurosciences dans le champ de la justice présente quand même des risques pour les droits fondamentaux de la personne humaine. Dans ses écrits, je fais une parenthèse sur Michel Foucault, dans ses écrits, Michel Foucault a montré qu'il existe une solidarité entre le contrôle des corps et la politique. Solidarité qui fonde la biopolitique et le biopouvoir. Et il est vrai que toutes les techniques qui visent à rechercher dans le corps, dans le cerveau, les traces de la délinquance, ce qui est une façon de faire avouer un sujet en faisant parler son corps, ce sont des dispositifs de pouvoir. Et à partir du moment où l'information cérébrale est mise au service de la justice, c'est-à-dire au service de l'ordre public, elle devient un objet de pouvoir et non plus seulement un objet de savoir. C'est dire qu'au-delà des enjeux éthiques de la neurojustice, il y a également des enjeux politiques. Dans le contexte actuel, qui défend finalement une course vers la certitude, vers la sécurité, il faut faire attention. Il faut faire attention que les neurosciences ne deviennent pas le cheval de Troie des nouvelles politiques de défense sociale. Parce que lorsque la médecine ou la science sont utilisées à des fins d'ordre public,
Lorsque la maladie mentale et la délinquance se sont amalgamées, le spectre du totalitarisme refait surface. Donc je vais vous présenter en 2 temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter les réalités de la neurojustice, où on en est aujourd'hui. Et dans un second temps, j'essaierai de pointer les fantasmes qui sont liés à la neurojustice, parce qu'il y a une dimension quand même fantasmagorique là-dessous, liée donc à cet engouement pour le cerveau qui nous fait penser que accéder à l'information cérébrale, c'est accéder au Graal. Alors, en ce qui concerne les réalités, notre époque, d'un point de vue juridique, se tourne de plus en plus vers les preuves scientifiques. Là, jusqu'à présent, on utilise l'ADN pour faire parler les indices de la scène du crime. Les neurosciences nous ouvrent une autre voie dans le champ juridique, c'est de faire parler un individu objectivement sur sa participation à un crime. Les techniques, là je mets l'accent sur l'imagerie. Les techniques d'imagerie qui sont disponibles, je vous l'ai dit, peuvent être classées en 2 grandes catégories. Il y a d'abord l'imagerie anatomique qui permet de montrer donc l'image du cerveau, la topographie, c'est le scan, c'est aussi l'IRM anatomique. Et il y a également l'imagerie fonctionnelle qui permet, notamment l'IRM fonctionnel, qui permet de montrer le cerveau en action. Et c'est l'imagerie fonctionnelle qui sera dorénavant interdite en droit français, dans le cadre judiciaire. Alors, l'imagerie a d'abord envahi les cours de justice américaines. Et les avocats ont utilisé des clichés pour essayer de plaider l'irresponsabilité ou une atténuation de responsabilité pour les prévenus. L'un des premiers procès concernant cette matière, c'est celui de John Hinckley, qui a fait une tentative d'assassinat en 1981 sur la personne du président Ronald Reagan. Et ses avocats ont montré un élargissement, ont montré des clichés, faisant un élargissement des sillons du cortex, comme on en trouve parfois chez certains schizophrènes. Même si l'observation n'a jamais été confirmée, Hinckley a quand même été relaxé pour cause de démence. Donc, premier procès, Hinckley en 1981 aux États-Unis. De même, dans une affaire assez célèbre, l'affaire Weinstein en 1992, un retraité qui avait étranglé son épouse a bénéficié d'une peine allégée parce que son avocat a fourni au procès des clichés montrant un kyste cérébral. Donc peine allégée, mais c'était dans le cadre d'un plea bargaining, c'est-à-dire une négociation sur la peine. Donc l'imagerie a finalement investi les cours de justice américaines à plusieurs stades du procès pénal, mais c'est surtout dans des affaires où la peine capitale était en jeu que les avocats ont eu gain de cause. Et il faut signaler notamment une décision de la Cour suprême de 2005 qui, à partir de l'imagerie, a jugé que les mineurs ne devaient plus être condamnés à la peine capitale. Pourquoi ? Parce que leur cerveau ne présente pas le même degré de maturation que les adultes. Maturité intellectuelle, mais surtout maturité émotionnelle. Donc c'est plutôt dans le sens de la clémence que l'imagerie a été utilisée aux États-Unis dans le cadre d'une jurisprudence qui est assez abondante. Toutefois, l'utilisation de l'imagerie ne se limite pas aux États-Unis et on voit peu à peu se développer une jurisprudence internationale. Ainsi, en Italie, en 2011, une condamnation pour meurtre a été réduite sur la base d'examens d'imagerie, mais également de tests génétiques, donc en Italie. De même, aux Pays-Bas, en 2007, un homme qui avait tué sa femme en la présence de leurs enfants, dans le cadre d'une dispute très violente, a été reconnu coupable de meurtre sans préméditation. Pourquoi ? Parce que plusieurs expertises avaient diagnostiqué une dépression sévère ainsi qu'une altération du lobe frontal. Donc sans préméditation. Donc ça commence finalement à faire jurisprudence à l'international. De manière beaucoup plus contestable, l'imagerie a été utilisée en Inde en 2008 comme preuve à charge. Une jeune indienne de 24 ans, dont le fiancé venait de décéder empoisonné à l'arsenic, a été reconnu coupable de meurtre parce que son cerveau reconnaissait le mot arsenic à l'imagerie. Alors, il est vrai que 6 mois plus tard, donc condamnation à perpétuité, 6 mois plus tard, l'Institut indien des neurosciences a dit non, ce n'est pas suffisamment fiable, donc elle a été libérée, mais elle a été libérée sous caution.
c'est le seul exemple d'utilisation de l'imagerie comme preuve à charge, à ma connaissance. C'est quand même très contestable, très contestable. Alors, qu'en est-il en droit français ? En droit français, l'utilisation de l'imagerie comme détecteur de mensonges, c'est-à-dire comme preuve à charge, n'a jamais été mise en œuvre. Il n'y a pas d'affaire. À l'avenir, cela sera impossible, puisque l'imagerie fonctionnelle va être interdite, et seule l'imagerie fonctionnelle permet de montrer le cerveau en action, et donc éventuellement de voir si la personne est en train de mentir, le postulat étant qu'un individu qui est en train de mentir a un cerveau qui est plus actif, puisqu'il se concentre sur son mensonge. Donc, pas de détection du mensonge en droit français, ce ne sera pas possible. En revanche, l'utilisation de l'imagerie pour permettre d'évaluer la responsabilité d'un individu pose beaucoup moins de problèmes. Et c'est pour cette raison que la loi de 2011 a introduit la possibilité de recourir à l'imagerie. C'est pour essayer d'objectiver un préjudice au niveau du cerveau. Pourquoi ? Parce que ne sont pas responsables les personnes dont le discernement était aboli au moment de la commission de l'acte criminel. Et les personnes dont le discernement était simplement altéré, elles sont responsables, mais elles bénéficient d'une peine allégée. Or, aujourd'hui, ce sont les experts psychiatres ou des psychologues qui évaluent le discernement, qui évaluent également le lien entre l'état de la personne et le passage à l'acte. Et ces expertises se font sur la base d'entretiens cliniques. Or, aujourd'hui, l'expertise est extrêmement critiquée en droit français. Pourquoi ? On déplore notamment le faible nombre d'irresponsabilités pénales retenues en raison d'un trouble mental ayant affecté la personne, et ce qui conduirait à une accumulation de malades mentaux dans les établissements pénitentiaires. Et on se dit qu'il serait peut-être plus facile d'identifier finalement une maladie du cerveau plutôt qu'une maladie mentale qui est plus difficile à appréhender. Alors, sur ce point, donc la loi date de 2011, c'est assez récent. Sur ce point, la jurisprudence est peu abondante. Il y a quelques affaires. Il y a une affaire de la Cour d'assises de Lyon. Il y a également une affaire de la Cour d'assises d'Aix-en-Provence qui sont assez réticentes à utiliser l'imagerie pour le moment. C'est-à-dire que l'argument neuroscientifique n'est pas forcément pris en compte pour considérer que la personne est irresponsable de ses actes. Toutefois, il y a une étude récente qui a été menée auprès de 41 magistrats, qui a été publiée en 2018, qui montre que dès qu'il y a des données neuroscientifiques, dès qu'il y a production d'images dans un tribunal, les magistrats ont tendance à les prendre en considération. Donc c'est un peu contradictoire par rapport à l'état de la jurisprudence actuelle, mais c'est que le début, ça peut évoluer. Les magistrats seraient plus sensibles finalement à la production de clichés, d'images neuroscientifiques pour se prononcer. Alors, on peut quand même émettre quelques réserves par rapport à cette étude et on peut se demander si justement il ne s'agit pas là des biais cognitifs, parce qu'on se rend compte, il y a des études sur ce sujet, que la production d'images dans un tribunal peut compromettre l'impartialité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quand même un effet d'influence. Et on atteint ici la dimension un peu fantasmagorique de la neurojustice, c'est-à-dire les croyances dans l'objectivité de la science et dans son infaillibilité. Donc j'en arrive à ma deuxième partie, qui concerne les fantasmes. Alors, notre époque voit s'épanouir une double exigence de sécurité et de transparence. Notre société ne supporte plus ni le risque ni l'incertitude. Elle réclame des vérités, elle réclame des certitudes, elle souhaite anticiper à tout prix. Et c'est la justice, notamment la justice pénale, qui est le réceptacle de la plupart de ces attentes. Face à ces attentes, la justice ne peut plus s'en tenir aux moyens artisanaux du procès traditionnel. Elle est contrainte, en fait, de changer. C'est-à-dire, elle est contrainte d'utiliser des protocoles d'automatisation qui permettent de faire ce qu'on appelle de la gestion de flux. On fait de la gestion de flux. C'est ce qu'on appelle la justice 2.0.
Alors, évaluation de la dangerosité avant le passage à l'acte, utilisation d'algorithmes, profilage des criminels, prévision, justice prédictive, etc., etc., font désormais partie du paysage pénal anglo-saxon, mais également en France, et de la lutte contre la criminalité. Donc c'est la justice 2.0. Ces évolutions inquiètent. Pourquoi ? Parce qu'elles font ressurgir le spectre d'une justice parfaite, c'est-à-dire d'une justice utopique. Or, une justice parfaite, une justice utopique, ne peut être qu'une justice déshumanisée, en rupture avec les droits fondamentaux. L'imprévisibilité des dangers qui nous entourent, le sentiment croissant d'insécurité ne doivent pas conduire à une propagation de la peur et à l'illusion qu'il existe un moyen scientifique d'abolir le hasard. Donc une dimension utopique sous-jacente à la neurojustice qui se manifeste à travers deux fantasmes. Le premier fantasme, c'est le fantasme de la transparence. Le deuxième fantasme, c'est le fantasme de la prédiction. Premier fantasme, la transparence, c'est quoi ? C'est lire la pensée. Alors évidemment, lire la pensée est l'un des plus grands fantasmes de l'humanité, confronté à une réalité cruelle, l'insularité de la conscience. Après le recours à des médiums, à des télépathes, place désormais aux neurosciences. En matière judiciaire, les neurosciences, aujourd'hui, sont considérées finalement comme l'une des preuves reines, ce qu'on appelle une preuve reine. Alors, jadis, la preuve reine, c'était l'aveu. Aujourd'hui, ce sont les preuves scientifiques qui ont tendance à être perçues comme des preuves reines. Alors, on considère implicitement, finalement, que l'aveu qui est puisé directement dans le cerveau serait plus fiable que l'aveu par la parole, que l'aveu par la bouche. Ceci manifeste une dévalorisation du langage. C'est-à-dire que finalement, on a de plus en plus confiance aujourd'hui en l'information biologique, cérébrale en l'occurrence, et beaucoup moins en la parole du sujet qui s'exprime. C'est un changement quand même de paradigme. Mais finalement, ce passage du langage parlé à l'information biologique n'est pas nécessairement un gage de vérité. Car, comme l'aurait dit le philosophe Heidegger, la vérité se dérobe au milieu de toute cette exactitude. Et il est vrai que l'idée que l'imagerie cérébrale puisse permettre d'accéder à la pensée est très loin de faire consensus. L'imagerie peut effectivement fournir des informations intéressantes sur la présence d'une tumeur ou d'une lésion dans des cas particuliers. Mais si elle se révèle intéressante dans des cas particuliers, elle ne permet pas d'éclairer des mécanismes aussi complexes que ceux dont les tribunaux ont à juger, c'est-à-dire le mensonge, l'intentionnalité, la dangerosité. Donc dans des cas particuliers, oui, mais pas de manière générale. On fait trop confiance, à mon sens, à l'imagerie cérébrale. Nous avons tendance, en effet, à oublier le statut paradoxal de l'imagerie, qui n'est qu'un reflet obtenu à partir de données numérisées pour lui vouer un culte en tant que représentation de la réalité, de la vérité. Cette inférence avait été dénoncée par un psychiatre, Édouard Zarifian, je cite, « La recherche en imagerie est scientifique, mais ses interprétations sont scientistes. Voir le cerveau penser n'est qu'une métaphore poétique. On ne voit d'ailleurs que des listes de chiffres qui sortent des machines et que l'on transpose avec des codes de couleurs pour représenter la silhouette d'un cerveau. » Et il rajoute, « Seule la parole du sujet qui s'exprime permet d'accéder au contenu de sa pensée. » Donc c'est la question de la preuve, c'est la question de la vérité. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on montre et à quoi on accède. C'est pour cette raison que le Comité consultatif national d'éthique a mis en garde à plusieurs reprises, depuis 2011, mais même avant, contre les risques de surinterprétation de l'imagerie. Et il vient récemment de renouveler finalement sa désapprobation vis-à-vis de l'utilisation de l'imagerie dans le domaine notamment de la détection du mensonge. Ce n'est pas assez fiable.
Mais même pour ce qui concerne la responsabilité, c'est-à-dire même pour ce qui concerne l'intentionnalité, le passage à l'acte criminel est tellement complexe, fait intervenir tellement de critères, de paramètres, etc., le vécu du sujet, qu'on peut douter de la possibilité de voir ce qui a conduit au passage à l'acte à travers un simple cliché. Certes, en présence d'une lésion ou d'une tumeur, évidemment, mais pour l'intentionnalité, c'est difficile. L'expert psychiatre, en fait, doit apporter un éclairage sur la complexité du sujet, de son passage à l'acte, mais il ne doit pas chercher, il ne peut pas liquider cette complexité. La complexité fait partie de l'humain et on ne peut pas la réduire. En tout état de cause, à supposer qu'il existe demain une technique absolument infaillible d'un point de vue scientifique, permettant de lire dans le cerveau, est-ce qu'on devra en faire utilisation dans le champ juridique ? Je ne le pense pas. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que vérité scientifique et vérité judiciaire ne sont pas la même chose. La vérité scientifique n'est qu'un élément qui permet d'accéder à la vérité judiciaire, et la vérité judiciaire repose au fond sur l'intime conviction d'un juge ou d'un jury au terme d'une procédure et d'un débat contradictoire. Ce qui veut dire qu'un juge peut avoir une intime conviction sans avoir une certitude. En tout état de cause, le juge est obligé de trancher le litige même s'il n'a pas de certitude, sinon il tombe sous le coup du déni de justice, qui est interdit. Et inversement, le juge peut écarter un fait matériellement avéré au nom des impératifs supérieurs de bonne justice, par exemple le droit à l'oubli, la paix sociale, le respect des droits fondamentaux de la personne, etc. Ce qui veut dire qu'en droit, on ne recherche pas tant la vérité, on recherche plutôt la justice. Et donc, on peut s'inquiéter parce que finalement, la croyance dans l'imagerie a tendance à éradiquer la discussion, à éradiquer le doute, alors que le droit, c'est quand même l'art du doute, et à jouer le rôle d'une fonction rassurante de clôture du doute. Mais clôturer le doute, ce n'est pas conforme aux principes fondamentaux de la justice. Donc, c'est quand même très dangereux. Ceci est très dangereux, à mon sens. Voilà. Mais il y a pire, c'est que cet engouement pour la transparence n'est plus aujourd'hui limité au seul procès pénal. Il se répand dans tous les domaines de la vie sociale. Nous avons en fait le fameux panopticon inventé par Jérémy Bentham, s'étend au-delà de l'univers particulier du crime aujourd'hui. Et nous avons finalement dans nos sociétés occidentales un engouement, pourquoi ? Pour la détection du mensonge. Aux États-Unis, des sociétés, des start-up se créent, se développent, qui proposent leurs services via l'imagerie fonctionnelle pour détecter le mensonge dans des domaines qui concernent le recrutement des employés, les contentieux avec les assurances, les recherches de personnes disparues, etc., etc. Et ce, en toute légalité. En France, cela ne sera pas possible, puisque l'imagerie fonctionnelle va être interdite. Mais c'est une tendance générale. C'est une tendance, on veut savoir, on veut détecter le mensonge, on veut voir à travers. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit à travers ? Et le problème, c'est qu'à vouloir traquer toutes ces illégalités, à vouloir détecter sans arrêt le mensonge, on se dirige lentement, mais inéluctablement, vers une société un peu policière, un peu totalitaire. On assiste en effet de toutes parts à une montée en puissance de l'utopie prophylactique, de l'utopie sécuritaire, qui vise à blanchir la société, à éradiquer la part sombre, à éradiquer le négatif, à éradiquer la part maudite, mais qui au fond nous emmène vers quoi ? Parce que si on éradique l'ombre, on éradique la vie. Sans ombre, il n'est plus de vie possible. Et donc, avec cet engouement pour la transparence, on assiste aujourd'hui finalement à l'arrivée sournoise d'une société de contrôle, une forme de police des pensées qui atteint son paroxysme avec les tentatives d'évaluation de la dangerosité avant le passage à l'acte. Deuxième fantasme, le fantasme de la prédiction, prédire l'avenir. Alors, dans le domaine judiciaire,
le désir d'anticiper le comportement criminel et d'intervenir avant le passage à l'acte n'est pas plus récent que ne l'est la médicalisation du crime. On peut les faire remonter aux travaux de Lombroso, 19e siècle, fondateur de l'école positiviste italienne, qui a essayé donc d'instaurer une approche médicale du crime. Aujourd'hui, dans un contexte marqué par la peur et l'insécurité, on assiste à un renouveau de cette approche médicale du crime. On le voit parce que le concept de dangerosité retrouve une place importante dans les textes, c'est-à-dire qu'il tend à se substituer au concept de culpabilité. On a un glissement du concept de culpabilité au concept de dangerosité. La dangerosité, c'est avant le passage à l'acte. Et en fait, on essaye donc d'évaluer la dangerosité des individus avant le passage à l'acte pour prévenir toute menace, pour essayer d'éradiquer le crime. On le voit dans certaines séries télévisées, etc. C'est un phénomène qui est à la mode et qui rejoint les anticipations futuristes de la nouvelle de Philip K. Dick, écrite en 1956, Minority Report. Au XXIe siècle, on a ça. Et la police prédictive aux États-Unis commence à pénétrer les cerveaux. C'est une réalité qui commence à émerger. Voilà. Dans un tel contexte, la plus polémique des applications des neurosciences est celle qui, justement, essaie d'identifier des aires cérébrales ou des déficits au niveau de certains neurotransmetteurs pouvant entraîner le passage à l'acte. On essaie de les identifier pour essayer de prévenir le passage à l'acte. C'est ce qu'on appelle le vieux serpent de mer de la prédiction qui ressurgit à intervalles réguliers. Aux États-Unis, Adrian Raine, professeur de psychiatrie et de criminologie à l'Université de Pennsylvanie, fut le premier dans les années 1990 à utiliser les techniques d'imagerie fonctionnelle chez des criminels afin de déceler chez eux des anomalies. Depuis, il est devenu l'autorité incontestée dans le domaine de la détection, dans le domaine de la prédiction. Aux États-Unis, Adrian Raine. De nombreux travaux ont été consacrés à cette question. Alors, on a des études. Alors, je vous en cite deux. On a une première étude qui a été publiée en 2013 sous la direction du professeur Gazzaniga, qui, en fait, a fait passer un examen d'IRM fonctionnel à des personnes sur le point d'être libérées, donc à des délinquants sur le point d'être libérés. Et on a regardé quelle était l'activité de leur cortex singulaire antérieur. Et on a fait valoir que ceux dont l'activité était la moins importante avaient le plus de chances de récidiver à l'avenir. D'accord ? Donc une corrélation entre une faible activité et une chance de récidive à l'avenir. Deuxième étude que je vous cite comme ça, c'est une étude qui est très récente, qui date de 2019, qui a été publiée en 2019, qui concerne cette fois l'imagerie anatomique et qui essaie d'établir une corrélation entre la réduction de substances grises chez des personnes et le risque de passage à l'acte criminel. Voilà. Alors, donc une étude sur l'imagerie fonctionnelle qui sera désormais interdite en France, une étude sur l'imagerie anatomique qui ne sera pas interdite, qui peut conduire à des dérives, parce que considérer qu'une réduction de la substance grise entraîne un risque de passage à l'acte, c'est quand même osé. Alors, il est, à mon avis, dangereux, d'abord de passer d'une étude qui concerne un groupe à une prédiction qui concerne un individu. Cela fait fi finalement de l'irréductible singularité de chacun. Voilà. Ensuite, deuxième argument, c'est que les neuroscientifiques ne raisonnent pas en termes de causalité. Ils ne disent pas « il y a une réduction de la substance grise, donc il y a un risque de criminalité ». Non, ils raisonnent en termes de corrélation. Il y a une corrélation entre deux phénomènes, par exemple une lésion du lobe frontal et un comportement asocial. Donc, toute prédiction ne peut être que probabiliste. Il n'y a pas de certitude dans ce domaine. Et enfin, troisième argument, c'est que cette approche neurobiologique, neurodéterministe, parce qu'on considère qu'il y a un déterminisme biologique qui entraîne le passage à l'acte, est contraire finalement aux avancées de la science et aux découvertes sur la plasticité du cerveau, qui est capable d'évoluer tout au long de l'existence. Alors certes, il y a des déterminants neurobiologiques, on ne peut pas le nier, mais ils viennent en conflit avec des déterminants qui sont sociaux. Et c'est parce qu'il y a conflit qu'il y a peut-être
peut-être, à la marge, une possibilité résiduelle pour le libre arbitre. Parce qu'il y a conflit. Il n'y a pas que des déterminants biologiques, il y a aussi des déterminants sociaux. Ça, c'est si on croit ou non au libre arbitre, c'est un autre problème. Voilà. Donc, dans ces conditions, s'en tenir finalement au plan biologique, pour spécifier l'état de dangerosité d'un individu, est très dangereux. C'est très dangereux. En tout état de cause, à supposer que l'on puisse identifier les déterminants neurobiologiques qui conduisent au passage à l'acte, qu'allons-nous faire de ces individus ? Qu'allons-nous en faire ? On pourrait imaginer d'utiliser la psychochirurgie et détruire telle ou telle lésion dans le cerveau ou telle région dans le cerveau qui pose problème. On a déjà la castration chimique. On pourrait utiliser la psychochirurgie. Ça fait peur. Ça fait ressurgir quand même le spectre de la lobotomie. Et une telle approche, je vais conclure par là, une telle approche finalement, à mon sens, rejoint les idéaux du courant transhumaniste. Les transhumanistes, aujourd'hui, vous le savez, visent entre autres l'amélioration morale des individus. Et on peut lire notamment sous la plume de Didier Cornel et Marc Roux, qui sont déclarés transhumanistes en France, que les progrès technologiques et scientifiques pourraient contribuer à réduire la violence et augmenter la sécurité par la prédictivité des comportements à risque, déviants ou menaçants, et ils pourraient même permettre de réduire l'agressivité et d'augmenter la bienveillance. C'est là une belle et généreuse idée, mais le problème c'est que l'utilisation des sciences et des techniques n'est peut-être pas forcément la meilleure chose pour y accéder. Et de toute façon, cette forme de transhumanisme criminologique est sous-tendue par une vision qui est utopique d'une société pacifiée par voie chimique ou technologique ou scientifique et qui peut s'avérer dangereuse. Et vouloir blanchir la société, vouloir la blanchir à tout prix, finalement, n'est pas forcément une bonne chose. Cela revient à créer de la fragilité. En guise de conclusion, je voudrais juste vous raconter une petite histoire. C'est une utopie qui a été imaginée par Adrian Raine, donc celui qui fait référence dans le domaine de la prédiction, dans un livre sobrement intitulé « L'anatomie de la violence ». Dans un futur qu'il imagine en 2034, le gouvernement américain a mis en place le programme Lombroso. Dans le cadre de ce programme, les individus âgés de 18 ans, hommes, doivent s'enregistrer dans leur hôpital local pour aller passer un test ADN, un scanner cérébral. Ces données sont ensuite corrélées à d'autres données médicales, sociales, familiales, etc. Et en fonction de ces données, les individus sont classés par groupe de dangerosité. Alors, il y a 4 groupes d'individus à risque. Il y a ceux qui sont positifs violents, il y a ceux qui sont positifs homicides, il y a ceux qui sont positifs sexuels et il y a ceux qui sont partiellement positifs. Et les autres ne sont pas donc à risque. Que fait-on de ces individus ? On les maintient en détention jusqu'à ce qu'ils ne présentent plus les risques biosociaux qui les ont fait donc mettre en détention. Et s'ils demandent un traitement, par exemple une castration chimique, ils sont immédiatement relaxés. Alors, on pourrait se dire que ce n'est qu'une utopie dont la réalisation est par définition improbable. On pourrait se le dire. Le problème, c'est que, comme l'a dit Aldous Huxley au siècle dernier, les utopies aujourd'hui apparaissent comme bien plus réalisables qu'on ne le croyait autrefois. Et nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante. Comment éviter leur réalisation définitive ? Je vous remercie.